Donc en général, j'en parle pas trop parce que pour les gens, pleurer au travail, c'est ça y est, c'est grave. Quels sont les signes qui peuvent faire penser à un diagnostic de HPI? Ça m'est arrivé plusieurs fois par rapport aux hommes de me retrouver dans des situations délicates. Et même sentimentalement, est-ce que tu arrives à avoir une relation, enfin une vie sentimentale? Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, notre neuvième invitée, elle s'appelle Gladys. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques phrases? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Ok, du coup, je m'appelle Gladys, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en alternance. Donc là, je fais un master en intelligence artificielle. J'ai auparavant fait une école de commerce, donc je suis à ma 6e année d'études supérieures. Ouais. Et du coup, mon alternance, c'est dans la tech. Je Mhm. fais de la maîtrise d'ouvrage. Donc, je discute entre le métier et les développeurs. Donc, c'est très intéressant Oui, comme j'imagine. métier. Mhm. Après, j'ai un parcours plutôt atypique, on va dire. J'ai sauté de classe, donc j'ai eu mon bac à 16 ans. C'est pour ça que je suis aussi jeune, malgré que je sois en 6e année d'études supérieures. D'accord. Est-ce que c'était un rêve d'enfant de travailler dans la tech ou c'est venu au fur et à mesure? Pas du tout. Vraiment, c'est vraiment circonstanciel, on va dire. Mhm. Quand j'étais petite, je voulais faire plein de métiers. C'était souvent en rapport avec ce qui m'intéressait. Mhm. Et au moment où j'ai eu mon bac, je voulais avoir une boutique qui vendait des CD, des t-shirts de groupes de métal, parce que j'étais très fan de métal à l'époque. Ok. Mais du coup, quand je me suis plus intéressée au métal, Mhm. je m'étais déjà lancée dans une école de commerce. Donc justement, en école de commerce, c'est très versatile. Mhm. Donc ça, c'était génial. Et puis, en fait, il y a certaines fonctions où tu peux travailler dans n'importe quel secteur qui te passionne. Par exemple, je peux être contrôleuse de gestion dans le luxe, D'accord. dans tout ce qui est musique. Voilà, donc c'est génial comme étude, je veux dire. Mhm. Et en fait, c'est venu parce que dans mon école, on doit faire un mémoire pendant les 2 dernières années. Mhm. Et en fait, c'est à nous de choisir un sujet. D'accord. Et moi, j'ai toujours eu une petite réflexion sur les émotions par rapport à mon parcours. Mhm. Et donc, je me suis dit, pour moi, mes émotions, ça a été vraiment un handicap ou c'était un sujet de complexe quand j'étais plus jeune. Mais euh, est-ce que, parce qu'on a eu une conférence d'un neurobiologiste qui nous parlait d'un match d'échecs entre un homme et une machine. Enfin, c'était le jeu de Go, c'est ça. Enfin, en première partie, la machine elle bat à plat de couture le joueur. Deuxième aussi. Troisième partie, le joueur complètement dépité, il joue de manière totalement imprévue, un petit peu sous le coup des émotions. Et là, il a réussi à gagner contre la machine et je me suis dit, waouh, je pense qu'il y a un truc à voir entre l'être humain et la machine. Et du coup, voilà, j'étais passionnée par ce sujet-là. Comment est-ce que on pourrait être complémentaires en fait avec la machine? Comment nos défauts pourraient être comblés par la machine, les défauts de la machine comblés par nous? Donc, dans l'utilisation d'outils au quotidien en fait. Mhm. Et du coup, je me suis aussi intéressée au handicap parce que Ok. moi, j'ai sauté 2 classes et donc j'ai eu un diagnostic, suite à un test de QI en tant que haut potentiel et on avait les gens, en tout cas à cette époque-là, associaient énormément l'hypersensibilité, donc beaucoup d'émotions, Mhm. des choses très fortes, même si bon, au final, c'est pas vraiment ça, mais on pourra en reparler plus tard. Et du Ok. coup, je me suis dit: à côté de la machine, cette particularité-là du potentiel, après peut-être étudier plus tard, d'autres handicaps par rapport à ça. Et du coup, je voulais avoir un côté tech pour mieux comprendre comment on Mhm. fait des outils. Parce que moi, je me suis dit: «L'intelligence artificielle, ça peut se mettre à tout», alors que c'est pas du tout le cas. Ok. Donc voilà. Donc, tu as été diagnostiqué HPI.
Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi l'HPI? Quels sont les signes qui peuvent faire penser à un diagnostic de HPI? Alors, du Mhm, niveau biologique, parce que j'aime bien commencer par ça, mhm, le potentiel intellectuel, c'est quand il y a plus de myéline dans le cerveau que la normale. Alors la myéline, c'est la substance blanche mhm, du cerveau qui fait qu'il y a une meilleure connectivité entre les neurones, donc la pensée va par exemple plus vite en fait. mhm, C'est plus efficace, on va dire, comme fonctionnement que la moyenne. En général, les personnes au potentiel, bah, c'est des gens qui vont s'intéresser à des choses, pas forcément de leur âge. Par exemple, il y a dans des exemples assez courants, c'est des enfants qui se passionnent, pour l'astronomie, quand ils ont, je sais pas, 4 5 ans. Ils rentrent dans les détails très scientifiques, mhm, au-delà de juste apprécier les histoires sur ça. mhm, Et là où mes parents ont eu la puce à l'oreille, c'est que j'étais en moyenne section et j'ai dit à ma mère: «Maman, comment fonctionne l'ampoule? Je sais que quand tu appuies sur l'interrupteur, ça s'allume, mais je veux savoir plus que ça. Je veux savoir vraiment comment ça fonctionne mhm. à l'intérieur». Et donc pour, avoir ce diagnostic de haut potentiel, bah, il y a plusieurs écoles. Déjà au point de vue du seuil, Mhm. ce qui est le plus reconnu, c'est 2 écarts types au-dessus de la moyenne, donc à partir de 130 de QI. Parce qu'en fait, le test de QI, c'est plusieurs types de tâches, donc plusieurs, domaines. Il y a par exemple, le langage, il y a, la mémoire de travail, Mhm. beaucoup de choses comme ça. Et donc pour certains, c'est dès qu'on a 130 au moins de QI dans une de ces catégories, et pour d'autres, c'est au-dessus de 130 dans toutes ces catégories. D'accord. Et tu as Voilà. passé les deux tests ou tu as passé qu'un seul entre les deux? J'ai passé un test à chaque saut de classe. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un test homogène, c'est qu'on est «vrai au potentiel» entre guillemets, mais quand il y a des déséquilibres, ça peut être un outil diagnostique pour, d'autres troubles, comme par exemple le trouble de l'attention. Ok. Voilà, je pose ça là, c'est toujours utile, à Mhm, savoir. mhm. Effectivement. Et comment ça se passait à l'école concrètement? Le fait de sauter de niveau de classe, est-ce que tu le vivais bien? Alors, mon père est militaire, donc on a beaucoup déménagé. Ok. Donc, le fait de changer souvent d'environnement, ça m'a pas spécialement dérangée. Et puis, la première classe que j'ai sautée, c'était la grande section. Quand on change d'un bâtiment à un autre, entre guillemets, bah, il y a pas forcément de «je perds mes amis» parce qu'on va tous Mhm, à des endroits différents. mhm, Et mon deuxième saut de classe, c'était le CM1, et là, c'était quand je suis allée vivre en Guyane française. Donc là aussi, bah, je connaissais pas, de gens, donc ça allait pas être douloureux de sauter une classe. ok. Et puis, moi, j'ai cette chance, c'est d'être, très grande. Je fais 1,80 m, et même, dès mes 7 8 ans, j'étais toujours la plus grande de ma classe, donc il y a pas spécialement eu de décalage, Mhm. physique. Bah, par exemple, quand j'avais 13 ans, j'étais en troisième et je faisais 1,76 m. Donc, ça se voyait pas que tu étais en âge, en tout cas, plus petite que les autres collègues de classe. Exactement. Bon, après, moi, j'ai un visage, de bébé, enfin, les gens aiment bien dire ça, donc je parais plus jeune, parfois. Mhm, Mais les gens trouvent toujours qu'il y a un décalage entre ma manière de m'exprimer, très posée, mhm, et mon visage et mon vrai âge, en fait. Les 3 ne sont pas au même niveau. mhm. D'accord. Du coup, du point de vue de l'apprentissage, puisque tu dis que souvent, l'HPI, il y a des troubles associés. Tu as parlé du trouble de l'attention, de l'hypersensibilité à un moment donné. Te Alors, trouvais-tu, voilà, différente par rapport aux autres enfants parce qu'il y avait, entre autres, ces troubles associés aussi. en fait, le trouble de l'attention, c'est pas forcément associé à l'EHPI. Moi, j'ai Mhm, pas forcément ça. Pour l'apprentissage, moi, j'ai pas vraiment eu de problème. C'est surtout que j'avais des facilités à l'école. Donc, j'avais souvent la tête dans la lune, mhm. donc je suivais pas les cours, j'avais pas les méthodes pour travailler, donc ça a commencé difficile, au collège. Voilà. Mais, D'accord. ce qui est vraiment dommage avec le HPI, en tout cas quand moi j'ai grandi, c'est que les gens ne connaissaient pas grand-chose sur le sujet, et il y avait souvent Mhm, des fausses étiquettes posées dessus. Par exemple, il y a la pensée en arborescence. En fait, quand j'ai lu un livre, je sors la référence parce que c'est vraiment très intéressant, et je le mhm, recommande à toutes les personnes qui vont passer un test de QI ou qui s'intéressent
genre de choses. C'est un Mhm. livre qui s'appelle Le haut potentiel en question de Sophie Brasseur et Catherine Cuche aux éditions Mardaga. Et Mhm. en fait, c'est deux docteurs en psychologie Mhm. qui font un livre sur justement toutes ces idées reçues. Donc c'est vraiment génial comme bouquin. Est-ce qu'en même temps, tu avais une prise en charge psychologique ou autre, hein? Non, Pas du tout. pas Mhm. très peu. Ok. J'en ai eu un petit peu, bah, du coup, quand j'ai fait mon deuxième saut de classe, ma maîtresse l'a fait remarquer à toute la classe. Mhm. Et du coup, bah, ils ont commencé à se moquer de moi, quoi. Et du coup, j'ai vu une psychologue pour ça, mais ça m'a pas trop aidée. C'est plutôt le fait de parler, de vider son sac qui m'a Mhm. fait du bien. Mais toutes les prises en charge que j'ai eues globalement, Mhm. ça m'a pas fait grand-chose. Et justement, je les boude un petit peu parce que j'ai vu une psychologue bon, qui était assez âgée, donc elle n'était pas Mhm. forcément au fait des nouvelles avancées, des nouvelles recherches. Mhm. Et en fait, je présentais des symptômes de l'autisme, notamment au niveau de l'hygiène. En fait, j'avais pas spécialement compris l'intérêt Oui. de souvent se laver. Pour moi, c'était une perte de temps. Mhm. Et puis à l'époque aussi, je portais souvent les mêmes vêtements parce que je venais de passer d'une école privée catholique avec un uniforme à une école privée catholique mais sans uniforme. Du coup, Ok. c'était toute la garde-robe à refaire, donc j'avais que quelques vêtements que je trouvais portables et du coup, je portais les mêmes pendant 2 semaines, Mhm. 3 semaines, et voilà. Et en fait, on m'a jamais dit, «Ah, faudrait que tu changes» ou «Ah, attention, tu as peut-être un Mhm. symptôme, attention». Enfin, Ok. voilà. Et du coup, le diagnostic d'autisme, enfin de TSA, du coup, ça s'est fait très tardivement, quand j'avais 19 ans. On va en arriver là, mais je voudrais savoir, pendant justement ta scolarité, les cours étaient faciles pour toi, mais est-ce que tu avais, en dehors de l'école, des activités extrascolaires, des choses qui te Mmh, passionnaient? et bah, j'ai 2 grands frères et du coup, ils me montraient les jeux vidéo et Mhm. ça m'a très intéressée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, Mhm. j'ai vu quelques vidéos, bon après je sais pas ce que ça vaut du point de vue scientifique, mais qu'apparemment les hauts potentiels, ils aiment beaucoup les jeux vidéo, le fait de se déconnecter et de vivre dans un autre monde, ils sont beaucoup plus, addicts aux jeux vidéo D'accord. que la Mhm. moyenne. Voilà. Et C'est devenu puis, une addiction pour toi aussi dans tes heures libres? en fait, mes parents, ils me limitaient D'accord. en temps d'ordinateur, Mhm. ce qui faisait qu'en fait, pour moi, c'était l'ordinateur et après il y avait rien d'autre. Je savais pas comment m'occuper et je m'ennuyais beaucoup. Mhm. Et ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que, bah, j'avais quand même une certaine curiosité. Bah, par exemple, le truc de l'ampoule. Et au final, je sais toujours pas comment une ampoule ça Ah fonctionne. bon? Enfin, on me dit, on envoie des électrons, machin, mais et en plus j'étais passionnée de physique, mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Ok. Et du coup, bah, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à développer cette autonomie, cette recherche et de cultiver ma curiosité, en fait. Et je pense que ça aurait changé énormément de choses dans mon parcours scolaire, que Ouais. j'aurais été beaucoup plus impliquée, ou Mhm. alors, peut-être que les cours sont ennuyeux, mais au moins à côté, j'ai quelque chose qui me stimule intellectuellement, et puis, bah, une passion, par exemple, pour, la physique-chimie. Moi, j'adorais ça. Bah, j'aurais aimé en faire une carrière, sauf que j'étais trop nulle en maths pour faire ça. Mhm. Voilà. Donc, je pense qu'il a manqué quand même un suivi. Oui, ça aurait été mieux. Maintenant, c'est ce que je ferais auprès de mes enfants, mais Mhm. en tout cas, bah, mes parents, pour eux, l'ordinateur, c'était quelque chose de nouveau. Parce que Mhm. mon plus grand frère, il est né dans les années 90, donc c'était quand mon frère avait 10 ans, bah, c'était le moment où les jeux vidéo commençaient à devenir vraiment, immersifs, captivants, beaux, donc ils savaient pas trop forcément comment gérer. Bon, Et puis après, ils étaient aussi, occupés avec le travail, donc ça franchement, je peux pas leur en vouloir et au moins je suis contente d'avoir appris pour l'appliquer par la suite. Mhm. Donc, du coup, on va aborder le TSA. Comment en es-tu arrivé à avoir le diagnostic du TSA? On te l'avait déjà fait remarquer par des psychologues. Comment ça s'est passé? Et ben, en fait, je savais pas spécialement ce que c'était que l'autisme. Mhm. Heureusement, je n'avais pas en tête les clichés de gens qui se tapent la tête, qui Mhm. crient, franchement, c'est vraiment un cas extrême, j'ai jamais vu ça, de mes propres yeux.
Mhm. Et en fait, ça a commencé parce que mon amie Stella, que tu as reçue dans ton podcast sur le trouble de l'attention, Mhm. eh bien, elle m'a dit, «Bah, j'ai une amie, autiste et en fait, tu as quelques comportements comme elle, c'est-à-dire que tu lis parfois mal, l'ambiance dans une pièce et du coup, tu peux dire quelque chose de complètement décalé». Du coup, au début, elle m'a dit ça et j'ai dit: «Mais non, non, c'est pas possible». Puis après, j'ai regardé, symptômes d'autisme, donc c'était un livre sur, l'autisme au féminin, Aspie-Girl, quelque chose comme ça et en fait, elle avait D'accord. dressé une liste de caractéristiques et en fait, je me reconnaissais dans la plupart de ces caractéristiques. Je me suis dit: «Mais non, mais moi je peux pas avoir de problème, je comprends pas, moi je me comporte à peu près normalement», tout ça, tout ça. Du Mhm. coup, je me suis dit: «Bon, ce serait intéressant de le savoir parce que, ça explique Mhm. des choses, et je veux pas utiliser mon diagnostic comme une excuse, pour rester chez moi, éviter toute interaction sociale sous prétexte de me préserver mon énergie. Mhm. Du coup, j'ai fait le diagnostic auprès d'une psychologue, spécialisée dans le TSA Mhm. et ça s'est fait, sur, quelques mois avec, 3-4 séances à peu près. Aussi, la psychologue a demandé, à mes parents s'ils pouvaient participer parce qu'il y a une grande partie du diagnostic, c'est les signes dès l'enfance. C'est la communication non verbale, c'est, l'interaction avec les autres, ce genre Mhm. de choses. Mhm. Et les intérêts restreints, normalement aussi, ou répétitifs? Est-ce que toi, Oui, il y a ça, tu te retrouvais il y dans a ça aussi? oui et non, en fait, parce que les jeux vidéo, Mhm. il y a des gens qui sont passionnés juste par ça, sans Oui, forcément, voilà, être sans des forcément. personnes, Mhm. autistes, mais Mhm. maintenant, je vois que les genres de jeux vidéo que j'apprécie, ce sont un peu ceux des années 2000, qui me rappellent mon enfance, qui sont en Mhm. heroic fantasy, voilà, Mhm. j'aime pas tout type de jeux vidéo non plus, en fait. Est-ce que tout ça a été associé aussi à une hypersensibilité? Alors déjà, pour commencer, quand on parle d'hypersensibilité, en tout cas en psychologie, soit c'est sensoriel, soit de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans le livre Le haut potentiel en question, c'est, les réactions physiologiques face à l'émotion. Donc c'est, à partir de quel degré d'émotion on se met à physiquement pleurer, ce genre de choses. Mhm. Et en fait, bah, ce qu'on retrouve, chez les hauts potentiels intellectuels, bah, ils sont pas plus hypersensibles que la moyenne. Mais en fait, la différence avec les personnes qui n'ont pas d'HPI, bah, c'est que l'exemple du livre, c'est une fille qui prend un crayon dans la main d'un garçon. Une personne qui n'a pas d'eau potentiel se dit: «Bon, tant pis, c'est embêtant, mais voilà». Mhm. Alors que la personne qui est au potentiel, elle va cogiter, cogiter, elle va se dire: «C'est pas la première fois que ça m'arrive, elle va me détester, tout le monde m'embête». Et à chaque fois, Ok. ça on rentre en boucle dessus et moi, ça Mhm. m'est arrivé, ce genre de choses justement, bah, au travail, en fait. J'ai eu un collègue qui m'a expliqué, une nouvelle procédure à faire et il y a eu des erreurs de communication, ce qui fait que j'avais fait une erreur, bon, qui était pas bien grave, mais si elle était mal interprétée, on pouvait perdre de l'argent et en fait, je l'entendais, qui parlait comme ça dans ses mains, j'entendais à travers le téléphone et au début, je me suis dit, «J'ai fait une erreur». Après, je me suis dit: «Mais en fait, il m'avait pas forcément expliqué ça hier soir». Ensuite, je me suis dit: «Il remet en doute mes compétences» et du coup, je suis allée m'isoler aux toilettes, le temps de me calmer un petit peu, une dizaine de minutes. Après, je suis revenue, j'étais encore un petit peu sous le coup de l'émotion. Mhm. Je me suis dit: «Je vais mettre mon masque et je vais mettre mes lunettes» parce que c'était en 2022, donc on pouvait encore mettre son masque au bureau. Enfin, c'était la norme et tout ça pour pas qu'on voit mes yeux rouges ou voilà et là, du coup, j'ai une collègue qui me dit: «Ça va?» Je fais: «Oui, tout va bien!» Et du coup, j'ai explosé comme ça Ouais, et du coup, bah, quand quelqu'un m'en parle, en fait, je peux pleurer pendant 1 heure alors que si mhm. j'arrive à me calmer toute seule aux toilettes, bah, en général, je repars comme si de rien n'était. Et D'accord. maintenant, c'est un petit peu ma manière de gérer mes émotions. Finalement, je me sens beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et tu n'en parles pas autour de toi? Les gens, quand tu leur dis: «Bah, j'ai pleuré à cause de ça», en fait, ils font: «Oh ça va, tout va bien» et du coup, moi, je veux pas trop attirer l'attention des gens, je veux juste gérer mes émotions, Mhm. de mon côté, tranquille. Donc en général, j'en parle pas trop parce que pour les gens, pleurer au travail, c'est ça y est, c'est grave, enfin, il y Mhm. a ce truc un petit peu dans la société et c'était aussi pour ça que je me faisais embêter, au collège. Bah, pleurer, les gens, ils trouvent que c'est de la faiblesse, ils trouvent que, ah, c'est
trop se montrer, trop se dévoiler, trop être Complètement. vulnérable, voilà. Mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Bah oui, c'est humain. Voilà, exactement. C'est humain. On t'a pas proposé un suivi? Alors pour l'autisme, on Mhm, propose une, thérapie cognitive et comportementale, quelque chose comme mhm, ça. mhm, Faut que je revienne à la base, c'est qu'en fait dans les TSA, mhm, c'est tout un spectre parce qu'en mhm, fait, on apprend de ses erreurs, on apprend petit à petit les choses. J'ai appris vers, mes 14 ans qu'en fait les gens quand ils se font la bise, ils se claquent la joue, ils se font pas un vrai bisou sur la joue. Parce que mes mhm, parents, ils m'avaient appris à faire un bisou sur la joue comme les enfants. mhm. Voilà et du coup, on apprend vraiment petit à petit, Les codes sociaux. c'est ça, on Mhm, prend conscience de certaines choses aussi. Moi, au début, je m'intéressais pas spécialement à tout ce qui est esthétique, les tableaux, voire même les visages des gens. Alors que maintenant, c'est quelque chose que j'adore. J'adore regarder les visages des gens, j'adore regarder comment ils sont habillés, j'adore regarder, bah, par exemple, si, quelqu'un a une alliance, essayer un petit peu de deviner leur vie, ouais, j'aime beaucoup ça et du coup, bah, on apprend petit à petit. Alors là où, du coup, venait ta question, c'est qu'en mhm, fait, bah, la thérapie, comportementale, c'est mhm, donc, voir avec quelqu'un quelle situation pose problème et mhm, ensuite tu vois comment tu peux t'adapter. Donc moi, en l'occurrence, dans la vie quotidienne, j'ai plus vraiment de soucis parce que, bah, tout ce qui est, bouger, regarder dans les yeux, ça me vient, ça me vient naturellement avec certaines personnes, mais dans d'autres cas, je dois être en mode «manuel» entre guillemets, ce qui me fatigue énormément, surtout, lorsque j'ai un déjeuner d'entretien. Parce que j'ai eu ça un jour pour un stage, et j'étais fatiguée pendant le restant de la matinée parce que, je me disais, «Ah, est-ce que c'est le bon moment pour, mettre ma fourchette de pancake dans la bouche? Est-ce que je mhm, le regarde alors que je suis en train de mettre ma fourchette dans la bouche? mhm. Quand est-ce que je peux boire mon café? Quand est-ce que ah tiens, on D'accord. vient de boire notre café en même temps?» Et du coup, le seul truc où ça pourrait me poser problème, c'est plutôt, bah, en entreprise. Du coup, en entreprise, il y a des tabous, il y a des choses comme ça. Il y a une culture qui Mhm. est souvent très implicite, donc il faut réussir à s'adapter et à voir, les codes implicites. Écoute, c'est une question aussi que je t'ai pas posée. Ça se passait comment avec tes camarades de classe? Est-ce que tu arrives à te faire facilement des amis, justement? Et même sentimentalement, est-ce que tu arrives à avoir une relation, enfin une vie sentimentale avec... Alors, à l'école, je me rappelle qu'une fois en maternelle, alors j'avais 3 ans, j'ai voulu demander à des filles si je pouvais jouer avec elles m'ont dit non et du coup, je m'en suis rappelée pendant des années et des années Mhm, et du coup, ça me blessait alors que bon, bah, ces filles, je les connaissais pas, elles me connaissaient pas, donc bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent et mhm, du coup, bah, je j'osais pas aller voir les gens et quand j'allais voir des gens que je connaissais pas, bah, en fait, je savais pas quoi leur dire. Et maintenant, ça m'arrive, à des moments, je sais pas quoi dire aux gens. Donc on m'a dit, «Bah, Gladys, fais-toi une liste de questions à poser, genre, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Machin». Bon, sauf qu'au final, quand on arrive à court, bah, quand ça va pas plus loin, bah, en général, c'est un peu gênant et du coup, j'aime pas trop ça. Et du coup, à l'école, bah, c'était un petit peu ma mère qui avait trouvé des amis pour moi et du coup, j'avais trouvé un garçon avec qui je m'entendais super bien. mhm, Bon, on a perdu contact depuis et puis, bah, au collège, donc là, je venais dans une nouvelle école mhm, et bah, en fait, vu que je m'étais faite, harceler à cause de ma différence, mes parents ont voulu trouver une école qui est spécialisée dans le haut potentiel. Donc à Paris, il y avait 2 options. Il y avait l'école Gusdorf qui est hors contrat, pas très acceptable, pour mes parents et puis il y avait, Gerson dans le 16e arrondissement et là, en fait, il y avait des gens qui avaient sauté des classes, mais il y avait pas spécialement de pédagogie particulière. Mais du coup, j'avais trouvé des filles qui étaient un petit peu comme moi, qui avaient un petit peu les mêmes centres d'intérêt, donc ça, c'était super chouette. Après, au lycée, là, c'était particulier parce que du coup, je suis allée en Espagne, mhm, dans un lycée où les gens se connaissent depuis 13 ans, donc les nouveaux, ils s'en fichent un peu. Donc j'ai eu du mal à faire ma place. Au début des études supérieures, j'avais quelques amis, 2 amis avec qui je m'entendais bien. Là, maintenant, bah, je me suis jamais aussi bien intégrée et mhm. franchement, je sais pas pourquoi, mais apparemment, j'ai un pouvoir sur les gens. Enfin, j'ai
Je sais Mhm. pas, les gens, ils rigolent à mes blagues alors que je les trouve moyennes. Ils viennent me voir ou ils m'appellent par mon prénom alors que je n'aurais pas dit comment je m'appelais et tout. D'accord. Et du coup, en fait, ça me touche beaucoup que des gens m'apprécient, en fait. Donc, tu J'ai penses pas... vraiment avoir trouvé un équilibre aujourd'hui, finalement, d'acceptation, de ton handicap. Je pense Et que je l'ai pas tout à fait accepté parce d'accord. que j'ai un collègue qui me demande des fois ce que j'écoute. Alors, c'est super sympa comme attention. Et Mhm. c'est vraiment un moment de partage dont j'aime beaucoup. Mais des fois, j'écoute des trucs dont j'ai un peu honte ou que j'assume pas. Genre, moi, j'aime bien écouter des chansons d'un groupe qui s'appelle Kraftwerk. Donc, c'est un des premiers groupes d'électro. Donc, D'accord. dans les années 70-80. Et en fait, ils utilisent beaucoup de voix synthétiques. Mhm. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un kiff pour les voix synthétiques. Ça me fait plaisir aux oreilles. Mais du coup, j'assume pas forcément de dire, Eh, j'écoute de la techno avec des voix synthétiques et j'adore les voix synthétiques. Ça me fait grave du bien aux oreilles. Genre, Mhm. j'assume pas entièrement, mais il y a beaucoup de mes bizarreries, on va dire, que je raconte sur un petit peu sur un ton de second degré et d'humour. Et en fait, ça fait rire les gens et moi, en fait, ça me fait rire. Donc en fait, je m'accepte un petit peu plus avec ça, en fait. Mhm. Et puis du coup, pour en revenir au niveau relationnel, parce que ça, franchement, c'est le pompon sur la Garonne, parce que bah du coup, je suis autiste, j'ai un problème de théorie de l'esprit, donc je comprends pas forcément les intentions des gens. Bon, et aussi j'ai parfois du mal à savoir ce que je ressens comme émotion. Mhm. Mais du coup, par rapport à ce problème de théorie de l'esprit, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois par rapport aux hommes et aussi à cause des codes sociaux, de me retrouver dans des situations délicates. Bon, ça, c'est une anecdote que j'ai racontée et ça paraît vraiment invraisemblable. Euh, C'était bah, à l'époque où j'avais 17 ans. J'étais en Espagne pour mon stage. Mhm. J'habitais chez mes parents, parce que mes parents étaient en Espagne. Et bah, je travaillais dans une boîte espagnole et en fait, tous les gens parlaient espagnol. Moi, je parlais un petit peu espagnol. J'ai fait mon Mhm. lycée, mais dans un lycée français. Donc, pas forcément très bien. Et du coup, on était allé à une soirée et il y avait un ami de mon boss. Et cet ami-là était la seule personne qui parlait français. Donc j'ai passé du temps à discuter avec lui, c'était super Mhm. intéressant. En plus, il s'y connaissait dans le milieu du métal, il connaissait des gens que j'admirais et tout. Et en fait, mes parents ils m'ont dit, bah, Gladys, t'es mineure, demande à quelqu'un de te faire accompagner, enfin Mhm. de te raccompagner. Et du coup, bah, cette personne qui parlait français, c'était quelqu'un d'assez âgé quand même, il avait 38 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, je lui ai dit, ah, est-ce que tu pourrais me raccompagner, s'il te plaît? Et en fait, bah, le gars, il essaie de m'embrasser et tout, à quelques mètres de chez moi. Mhm. Et du coup, bah, en fait, j'étais un petit peu surprise parce que je savais pas ce que ça voulait, je savais pas quels étaient les sous-entendus, en fait, de demander à quelqu'un de te raccompagner, quoi, surtout Mhm. un homme. Mhm. Et du coup, bah, il me ramène en bas de chez moi. Et moi, idée de génie, je me suis dit, attends, le mec, il a bu de la bière pendant toute la soirée, il doit avoir soif. Du coup, je lui ai proposé de monter boire un verre d'eau chez moi, Ah, mais qu'il fallait pas faire de bruit parce qu'il y avait mes parents, histoire qu'il se réhydrate et après, après il pouvait rentrer ok, chez lui. d'accord. Et Et lui, il a vu ça comme une invitation du coup, il à m'a dit, je plus. monte que si t'as de l'alcool. Et je lui ai dit, D'accord. non, désolé, j'ai pas d'alcool. Et du coup, il m'a dit, t'inquiète pas, je vais rentrer chez moi. Mais ça aurait pu être pire. Mhm. D'ailleurs, c'est pas la seule fois où ça m'est arrivé de me tromper sur l'intention des gens. Mhm. Et en fait, dans ce genre de situation, bah, je suis souvent très mal à l'aise et je me dis, je veux pas faire de procès d'intention, donc je veux pas couper court à la relation et m'indigner. Mhm. Mais c'est quelque chose que je dois apprendre à gérer. Et d'ailleurs, il y a pas mal de femmes autistes qui ne comprennent pas l'intérêt des relations romantiques ni des relations sexuelles. Mhm. Moi, j'ai cette chance parce que j'ai deux parents qui sont toujours ensemble et pour moi, la famille, c'est très important. J'aime beaucoup ces moments en famille, chez mes grands-parents, quand je vois mes cousins. Donc, je comprends vraiment l'intérêt d'une relation romantique. Mais D'accord. tout ce qui est relations sexuelles, pour moi, en fait, c'est juste pour avoir des enfants, en fait. Et moi, j'aimerais avoir des enfants vraiment beaucoup depuis mon plus jeune âge, d'ailleurs. Et c'est un point important, en fait, dans le diagnostic du TSA. Donc, du coup, pour avoir une vie sentimentale, c'est pas évident si pour toi, le sexe, c'est vraiment dans le but de la procréation. C'est ça. Et puis, j'ai encore oublié une chose, c'est Mhm. qu'il y a aussi la théorie de l'esprit, donc le fait de connaître ses propres sentiments.
Ok. Est-ce que l'amour, c'est une sensation au niveau du cœur? Est-ce que c'est le fait de tout le temps sourire quand on voit quelqu'un? Je pense, en tout cas, avoir compris, parce qu'en tout cas, la définition philosophique de l'amour, c'est le don de soi. Et moi, quand je vois mon copain actuellement, bah, j'ai envie de prendre soin de lui. Quand il va Mhm. pas, j'ai envie d'être là. Tout ça, donc pour moi, oui, c'est de l'amour, mais Mhm. c'est difficile de ressentir ça au quotidien. C'est quand on voit nos propres pensées, nos propres intentions, qu'en fait, on se rend compte, en tout cas pour moi, que je me suis rendu compte de ce sentiment d'amour et pas que pour mon copain, il y a aussi pour ma famille, mais du coup, quelle est la différence entre cet amour, pour la famille et un amour romantique au final? Donc Mhm. j'ai encore un petit peu le mal, mais en tout cas, ça va mieux. Ça va mieux. Tu te sens comprise quand même? Oui, oui et puis, j'ai eu, plusieurs petites amies et bon, en tout cas, le seul qui a été au courant de mon diagnostic d'autisme, c'est mon copain actuel et il est très compréhensif par rapport Ok. à mes symptômes Mhm. et justement, par rapport aux autres, il encourage ma curiosité. Il est là pour, par exemple, on a fait un atelier de peinture sur céramique, il était pas très content de son résultat et Mhm. je lui ai dit, «Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais est-ce que tu m'accompagnerais même si tu n'aimes pas ça? Et il m'a dit: «Oui» et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, Mhm. en tout cas Mhm. par rapport à mon TSA, c'est quelqu'un qui m'encourage, qui me dit pas, «Ton intérêt pour les jeux vidéo, c'est nul, tu perds ton temps, tu es en train de Mhm. gâcher ta vie». À la rigueur, qui appelle à une certaine modération, ça je comprends aussi, qui m'aide à trouver un équilibre. C'est important. Mhm. Alors, un autre handicap, mais ça, c'est plutôt une maladie, c'est l'endométriose. D'abord, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est l'endométriose pour celles qui ne le savent pas? Alors, je j'ai pas regardé la définition sur, Non. internet depuis longtemps, Globalement, mais ouais. de ce que j'ai cru comprendre, c'est en fait, l'endomètre, donc le tissu dans l'utérus, pour Mhm. accueillir et nourrir un enfant Mhm. et ben, en fait, c'est ce tissu-là qui pousse n'importe où et bon, en général, c'est quand même pas loin de l'utérus, mais ça peut aller, dans les environs, ça peut aller dans limite dans les intestins grêles, enfin des trucs, et du coup, quand on digère ou quand on va aux selles, bah, des fois, ça peut faire mal, quand on a les règles. Mhm. Donc moi, en fait, j'ai de l'adénomiose, donc c'est quand même, localisé plutôt au niveau de l'utérus, donc ça va, mais ça fait quand même très mal à l'utérus. À part les douleurs, est-ce qu'il y a d'autres manifestations, des symptômes qui peuvent faire penser à de l'endométriose? Alors, bah, du coup, il y a pas spécialement de symptômes hormis la douleur, enfin, en tout cas chez moi Mhm. et puis, bah, en fait, on commence à parler de l'endométriose sur les réseaux sociaux depuis, quelques années. Mhm. Donc ça, c'est génial d'en parler et je pense qu'il faut continuer à en parler et parler des traitements aussi, surtout. Et donc, on m'a redonné le contact d'une gynécologue, spécialiste dans l'endométriose. D'accord. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'elle est connue, elle a un cabinet sur une super avenue, mais du coup, elle est tout le temps surbookée de gens, donc elle a très peu de temps pour ses patients. Et moi, ça enfin, je rajoute ça en plus, mais c'est pas forcément sur le sujet d'endométriose, mais en tout cas, elle était très pressée et du coup, elle m'a fait un examen, donc avec un prélèvement avec le spéculum, je crois. D'accord. Mhm. Elle m'avait fait ça, mais elle m'avait pas donné de drap d'examen, alors que je suis quand même pudique et genre elle a enfoncé ça, alors que j'avais dit que j'avais des douleurs, à ce niveau-là. Mhm. Elle a enfoncé ça sans rien dire, vite fait, et du coup, je suis ressortie en pleurs de l'examen, donc je n'irai plus la voir, cette dame qui n'a pas le temps. Mais du coup, pour le diagnostic, de l'endométriose et ben, elle m'a emmenée voir une IRM. Elle m'a recommandé quelqu'un qui, du coup, devait être spécialisé dans ça aussi. Mhm. Donc je sais pas dans quelle mesure il faut aller voir des médecins spécialistes, pour ça, sachant que, bah, je pense que quand on va voir des spécialistes, ça peut devenir rapidement cher. Mais du coup, bah, en IRM, les résultats sortent, assez rapidement. Alors moi, ils avaient mis en évidence, de l'adénomiose et D'accord. aussi ils avaient mis ovaire multifolliculaire. Ils ont pas dit plus de choses que ça. Un traitement t'a été proposé? Exactement, on m'a Mhm. proposé la pilule et en fait, moi, à ce moment-là, avant de commencer le diagnostic, j'avais commencé à voir, une éthiopathe pour ça, qui était
une alternative. Et en fait, quand j'en ai parlé à la gynécologue, elle m'a regardée comme si j'étais une folle qui ne croyait pas en la science. Elle me Mhm. disait: «Mais si vous m'écoutez, vous allez prendre la pilule, vous allez voir, ça va marcher. Vous Mhm. n'aurez pas vos règles pendant quelque temps, vous aurez plus mal». Qui t'avait recommandé une naturopathe? Tu as trouvé ça toute seule sur Internet ou... Alors Mila, que tu as eu dans ton podcast il y Ok. a quelque temps, Mhm. il y a en fait une amie dont la mère est éthiopathe et elle m'a dit: D'accord. «Tu peux aller la voir en une séance, ça m'a guéri, c'était trop bien». Mhm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend en fait des corps des gens, donc il faut pas s'attendre, à être guéri en une séance ou en un laps de temps en fait. C'est chacun son corps, chacun a sa manière différente de réagir et puis aussi chacun sa situation. Et du coup, la gynécologue, elle n'a pas compris ton choix. Exactement, elle a pas compris et du coup elle m'a dit, l'air un peu dépitée: «Bon si vous voulez, je vous prescris un IRM à faire dans 1 an pour voir, comment c'est réglé». Un peu sous-entendu: «Si ça s'est empiré, c'est de votre faute». Mais moi j'étais contente, j'ai eu ce que je voulais mais ce qui est dingue, c'est que j'avais commencé à lui dire: «Bah, en plus, mes douleurs, elles se sont améliorées avec le traitement de lithopathie», mais elle voulait pas m'écouter. Donc, tu te sens bien aujourd'hui par rapport à ça, tous les mois, pendant la période des règles? Et... Alors ça évolue Mhm. parce qu'en bon, en fait, pourquoi j'ai refusé la pilule? Bah, c'est j'avais peur que ça abîme mon corps, que j'ai des effets vraiment indésirables et puis, bah, j'avais pas besoin de contraception. Voilà, pour être claire, donc franchement ça m'apportait aucun bénéfice et en plus, bah, qui me garantirait que le problème se réglerait? Mhm. Parce que en fait, il y a 3 cas de figure. Soit on prend la pilule et ça fait quelque chose, Mhm. soit ça fait rien alors qu'on prend la pilule, soit ça s'améliore tout seul. Et en fait, chacun c'est apparemment, selon les chiffres que j'ai vus, c'est, 1 chance sur 3 à chaque fois. Et en fait, je me suis dit: «Bon, autant traiter ça plutôt que de risquer d'avoir ce risque qui s'empire» et puis j'avais déjà commencé, donc j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Mhm. Et du coup, bah, mes douleurs, en fait, elles ont évolué et j'ai eu la chance parce que je suis tombée sur une praticienne qui est, géniale en tout point de vue. C'est quelqu'un Mhm. de super sympathique, mais en plus, elle a une culture médicale énorme. C'est beaucoup plus que juste quelqu'un qui va te faire craquer des articulations, qui va te faire des massages et qui va dire, «Ça va aller mieux». Non, elle m'a dit, «Ah attention, selon le bilan, et tu as un taux de progestérone assez élevé» et du coup, en plus, avec le début des traitements, bah, j'ai commencé à avoir mal aux ovaires. Mhm. Donc ça varie, ça évolue, maintenant j'ai une douleur assez précise dans l'utérus et à un moment, j'ai eu, un syndrome prémenstruel assez balèze, au niveau du moral. Donc quelques jours avant, j'avais envie de me cacher chez moi, j'ai envie de rester, de que personne ne me voie, de pleurer dans mon coin. Maintenant, j'ai plus ça, mais ça m'est arrivé, par exemple, un jour d'ovulation, donc je me sentais très triste, j'avais froid, j'avais mal à la poitrine, vraiment envie de déprimer. Puis, j'ai des boutons sur les joues, à cause des hormones, donc voilà, ça évolue, mais en tout cas, apparemment, c'est bon signe. Mhm. Donc ça, je suis confiante. Est-ce que ça a handicapé aussi ton quotidien par rapport même à ta vie professionnelle? Ces périodes où tu dis quand ton moral baisse ou quand tu as des douleurs. Bah, moi, j'ose pas en parler, tout comme, Mhm. Mhm. l'autisme et le HPI. Mhm. Et puis en plus, bah, c'est en général les gens qui ont des postes à responsabilité, ce sont des hommes, ils sont un petit peu âgés, donc pour eux la psychologie, c'est une pseudo-science ou ils y croient pas trop, donc les règles, bon, ils peuvent comprendre parce qu'ils ont des filles ou ils ont des femmes, donc ils Mhm. peuvent arriver à comprendre qu'on puisse se sentir mal. Mhm. Mais heureusement, j'ai eu la chance, en gros, que ça tombe en week-end ou un vendredi, donc je pouvais faire du télétravail. Donc ça, c'est génial Ok. parce qu'en gros, j'ai les 2 premiers jours où c'est assez costaud les douleurs. Bah, du coup, je dirais que le handicap, en plus, ce serait plutôt par rapport à mon TSA Ok. parce que j'ai la chance, je fais pas vraiment de crise ou de shutdown, comme ce que les gens, imaginent. Mais ça m'est arrivé d'en faire, un petit peu une
Mhm. Parce qu'il y avait trop d'informations, en fait. J'étais dans une pièce, où on commençait à faire la cuisine, il y avait 3-4 personnes qui circulaient, je devais leur dire quoi faire, on était dans un espace assez restreint, donc au niveau des mouvements, je me sentais un petit peu gênée. Mhm. Il y avait quelqu'un qui lisait des instructions haut, et fort, du coup ça me tapait dans les oreilles, ça me faisait vraiment mal, alors que c'était pas crié. Il y avait l'odeur et le bruit des saucisses en train de cuire, enfin j'en pouvais plus, je me sentais en colère, du coup je suis allée m'isoler et Mhm. je pense que du coup quand à cause des douleurs, des règles, ben, on peut, avoir un début de surcharge d'informations en tout cas. Mhm. Il suffit de beaucoup et pas beaucoup en fait. Beaucoup d'informations en quantité, mais pas forcément en intensité. D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Moi, j'ai fait le tour des questions, mais est-ce que tu aurais un message à faire passer à des jeunes filles qui peut-être sont encore en train de se chercher, elles sont peut-être HPI, elles sont peut-être TSA, peut-être qu'elles ignorent même qu'elles sont TSA, mais elles voient des choses, des symptômes où leur entourage leur dit des choses. Elles ont peut-être de l'endométriose aussi, ouais, elles ne savent pas par où commencer. En fait, est-ce que tu aurais un message à passer à ces personnes-là? Bah, pour tout ce qui est sujet de psychologie, Mhm. je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire un diagnostic. Mhm. Ce qu'il faut, c'est surtout prendre en compte des symptômes qu'on a, en fait. Mhm. Par exemple, il y a des gens qui ont un fonctionnement qui pourrait faire penser à tel trouble neurodéveloppemental, mais pas forcément être diagnostiqué de ça. Mhm. Mais c'est quand même toujours intéressant de prendre en compte ces symptômes-là. Et du coup aussi, par extension, bah, de s'intéresser à la psychologie, de s'intéresser aux choses comme ça. En apprenant un petit peu de la psychologie, bah, je suis devenue beaucoup plus, «acceptante» entre guillemets des autres. Mhm. J'étais beaucoup plus tolérante par rapport au comportement des autres. J'avais par exemple, quelqu'un, dans le monde professionnel qui était très impatient, qui parlait beaucoup aux gens, voilà et du coup, bah, cette personne, elle m'avait dit: «Ah tiens, tu portes une chevalière, depuis quand? Comment ça se fait?» voilà et moi, c'est ma chevalière, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour Mhm. moi, ça signifie beaucoup parce que je me suis faite faire une chevalière et j'ai dessiné un blason parce que pour moi, la famille, c'est très important, donc je voulais représenter ça. Du coup, je commence à lui raconter pourquoi, tout ça, donc c'est vraiment un truc qui me passionne. Je suis vraiment super contente de parler de ça avec quelqu'un et là, je vois cette personne qui part comme ça en plein milieu de conversation. Je me dis: «Bon, OK, elle est passée à autre chose, en fait». En fait, c'est un comportement qui fait un peu penser au trouble de l'attention, donc je me suis dit: «Bah, cette personne est comme ça, je sais que c'était pas mal intentionné, c'était pas contre moi, donc il faut pas que je me vexe sur ça». On a juste des manières un petit peu opposées de communiquer, en fait, parce que moi, j'aime bien me poser avec peu de gens, discuter de sujets en profondeur et puis il y en a d'autres qui aiment bien papoter, échanger des sujets un petit peu légers, voilà et puis, bah, c'est pas facile de dire ça, de dire: «Bah, il faut vivre pleinement, faut accepter qui Mhm. vous êtes». C'est pas facile, Mhm. tous les jours, mais moi, en tout cas, tous mes symptômes, tous mes intérêts bizarres, franchement, j'en rigole et voilà. Mhm. Merci beaucoup, Gladys. Merci d'avoir partagé une part de toi, en fait, avec nos auditeurs. Vraiment, merci pour ta disponibilité. De rien, c'est normal, ça me fait énormément plaisir à moi de pouvoir, parler des choses qui me tiennent à cœur, passer des Mhm. messages, et essayer un petit peu d'aller contre les idées reçues et d'aider les gens avec mon expérience, en fait. En tout cas, moi, je suis certaine que ça, une personne, en tout cas, au moins une, va être touchée par tout ce que tu as raconté. En plus, tu l'as raconté vraiment avec de tout ton cœur. Et vraiment, je te dis merci et j'espère, on ne sait jamais, te recevoir une nouvelle fois pour un autre thème, on ne sait jamais. Ah, au fur et à mesure de ton parcours, il y aura peut-être autre chose ou des combats qui vont te tenir à cœur et que tu voudras Oui, partager, donc n'hésite pas. merci En beaucoup. tout cas, merci à toi. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez trouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!